Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui, je vous retrouve pour lire la suite du roman Eugénie Grandet de Balzac, livre libre de droit que je peux donc vous chuchoter en entier. Comme on est à la page 127, ça fait un paquet de temps que je vous fais ce genre de vidéo de lecture. Je vous invite donc à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le ian de l'écran pour retrouver mes parties précédentes de lecture chuchotée. Le but étant de vous faire comme une histoire avant de dormir qui vous relaxe et vous emmène vers le sommet. Là, on en est toujours à la partie où Eugénie espère des nouvelles de son amoureux. Alors, je ne sais plus trop où j'en suis sur la page, je vous avoue. Donc, je vais reprendre à son esprit de despotisme, quitte à relire un passage que je vous avais déjà lu. Je m'en excuse. Son esprit de despotisme avait grandi en proportion de son avarice et abandonner la direction de la moindre partie de ses biens à la mort de sa femme lui paraissait une chose contre nature. Déclarer sa fortune à sa fille, inventorier l'universalité de ses biens meubles et immeubles pour les liciter, ce serait à se couper la gorge, dit-il tout haut, au milieu d'un clos, en examinant les ceps, je sais pas comment on dit, je m'excuse. Enfin, il prit son parti, revint à Saumur à l'heure du dîner, résolu de plier devant Eugénie, de la cajoler, de l'amadouer, afin de pouvoir mourir royalement, en tenant jusqu'au dernier soupir les rênes de ses milieux. Au moment où le bonhomme, qui par hasard avait pris son passe-partout, montait l'escalier à pas de loup pour venir chez sa femme, Eugénie avait apporté sur le lit de sa mère le beau nécessaire. Toutes deux, en l'absence de Grandet, se donnaient le plaisir de voir le portrait de Charles en examinant celui de sa mère. C'est tout à fait son front et sa bouche, disait Eugénie au moment où le vigneron ouvrit la porte. Au regard que jeta son mari sur l'or, Madame Grandet cria: « Mon Dieu, ayez pitié de nous !» Le bonhomme sauta sur le nécessaire, comme un tigre fond sur un enfant endormi. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» dit-il en emportant le trésor et allant se placer à la fenêtre. « Du beau or, de l'or !» s'écria-t-il. « Beaucoup d'or. Ça pèse 2 livres. Ah, ah, Charles t'a donné cela contre tes belles pièces, hein? Pourquoi ne me l'avoir pas dit? C'est une bonne affaire, Fifi. Tu es ma fille, je te reconnais. » Eugénie tremblait de tous ses membres. « N'est-ce pas? Ceci est à Charles, reprit le bonhomme. « Oui, mon père, ce n'est pas à moi. Ce meuble est un dépôt sacré. Ta, il t'a pris ta fortune. Faut te rétablir ton petit trésor. » Mon père, le bonhomme voulut prendre son couteau pour faire sauter une plaque d'or et fut obligé de poser le nécessaire sur une chaise. Eugénie s'élança pour le ressaisir, mais le tonnelier, qui avait tout à la fois l'œil à sa fille et
en se dressant sur son lit. Grandet avait tiré son couteau et s'apprêtait à soulever l'or. Mon père, cria Eugénie en se jetant à genoux et marchant ainsi pour arriver plus près du bonhomme et lever les mains vers lui. Mon père, au nom de tous les saints et de la Vierge, au nom du Christ qui est mort sur la croix, au nom de votre salut éternel, mon père, au nom de ma vie, ne touchez pas à ceci. Cette toilette n'est ni à vous, ni à moi. Elle est à un malheureux parent qui me l'a confiée, et je dois la lui rendre intacte. Pourquoi la regardais-tu, si c'est un dépôt? Voir ces piques touchées. Père, ne la détruisez pas, ou vous me déshonorez. Non, déshonorez. Ok. Mon père, entendez-vous? Monsieur, grâce, dit la mère. Mon père, cria Eugénie d'une voix si éclatante que Nanon, effrayée, monta. Eugénie sauta sur un couteau qui était à sa portée et s'en arma. Eh bien, lui dit froidement Grandet en souriant à froid. Monsieur, monsieur, vous m'assassinez, dit la mère. Mon père, si votre couteau entame seulement une parcelle de cet or, je me perce de celui-ci. Vous avez déjà rendu ma mère mortellement malade. Vous tuerez encore votre vie. Allez maintenant, blessure pour blessure. Grandet tint son couteau sur le nécessaire et regarda sa fille en hésitant. En serais-tu donc capable, Eugénie, dit-il. Oui, monsieur, dit la mère. Elle le ferait comme elle le dit, cria Nanon. Soyez donc raisonnable, monsieur. Une fois dans votre vie, le tonnelier regarda l'or et sa fille alternativement pendant un instant. Madame Grandet s'évanouit. Là, voyez-vous, mon cher monsieur, madame se meurt, cria Nanon. Tiens, ma fille, ne nous brouillons pas pour un coffre. Prends donc, s'écria vivement le tonnelier en jetant la toilette sur le lit. Toi, Nanon, va chercher monsieur Bergerin. Allons, la mère, dit-il en baisant la main de sa femme. Ce n'est rien. Va, nous avons fait la paix. Pas vrai, Fifi? Plus de pain sec. Tu mangeras tout ce que tu voudras. Ah, elle ouvre les yeux. Eh bien, la mère, mes mères, dit mère. Allons donc. Tiens, vois, j'embrasse Eugénie. Elle aime son cousin. Elle l'épousera si elle veut. Elle lui gardera le petit coffre. Mais vis longtemps, ma pauvre femme. Allons, remue donc. Écoute, tu auras le plus beau reposoir qui se soit jamais fait à Saumur. Mon Dieu, pouvez-vous traiter ainsi votre femme et votre enfant? Dit d'une voix faible madame Grandet. Je ne le ferai plus, plus, cria le tonnelier. Tu vas voir, ma pauvre femme. Il alla à son cabinet et revint avec une poignée de louis qu'il éparpilla sur le lit. Tiens, Eugénie, tiens, ma femme, voilà pour vous, dit-il en maniant les louis. Allons, égaie-toi, ma femme. Porte-toi bien. Tu ne manqueras de rien, ni Eugénie non plus. Voilà 100 louis d'or pour elle. Tu ne les donneras pas, Eugénie, cela, hein? Madame Grandet et sa fille se regardèrent étonnés. Reprenez-les donc, mon père, nous n'avons besoin que de votre tendresse. Eh bien,
c'est ça, dit-il en hochant les louis. Vivons comme de bons amis. Descendons tous dans la salle pour dîner, pour jouer au loto tous les soirs à 2 sous. Faites vos farces, hein, ma femme? Hélas, je le voudrais bien, puisque cela peut vous être agréable, dit la mourante, mais je ne saurais me lever. Pauvre mère, dit le tonnelier, tu ne sais pas combien je t'aime, et toi ma fille. Il la serra, l'embrassa. Oh, comme c'est bon d'embrasser sa fille après une brouille. Ma fille, tiens, vois-tu mes mères, nous ne faisons qu'un maintenant. Viens donc serrer cela, dit-il à Eugénie en lui montrant le coffret. Va, ne crains rien. Je ne t'en parlerai plus. Jamais. Monsieur Bergerin, le plus célèbre médecin de Saumur, arriva bientôt. La consultation finie, il déclara positivement à Grandet que sa femme était bien mal, mais qu'un grand calme d'esprit, un régime doux et des soins minutieux pourraient reculer l'époque de sa mort vers la fin de l'automne. Cela coûtera-t-il cher, dit le bonhomme. Faudra-t-il des drogues? Peu de drogue, mais beaucoup de soins, répondit le médecin qui ne put retenir un sourire. Enfin, monsieur Bergerin, répondit Grandet, vous êtes un homme d'honneur, pas vrai? Je me fie à vous. Venez voir ma femme, toute et quand fois vous le jugerez convenable. Conservez-moi ma bonne femme, je l'aime beaucoup, voyez-vous, sans que ça paraisse, parce que chez moi, tout se passe en dedans et me trifouille l'âme. J'ai du chagrin. Le chagrin est entré chez moi avec la mort de mon frère, pour lequel je dépense à Paris des sommes, les yeux de la tête enfin, et ça ne finit point. Adieu, monsieur, si l'on peut sauver ma femme, sauvez-la, quand bien même il faudrait dépenser pour ça 100 ou 200 francs. Malgré les souhaits fervents que Grandet faisait pour la santé de sa femme, dont la succession ouverte était une première mort pour lui, malgré la complaisance qu'il manifestait en toute occasion pour les moindres volontés de la mère et de la fille étonnée, malgré les soins les plus tendres prodigués par Eugénie, Madame Grandet marcha rapidement vers la mort. Chaque jour, elle s'affaiblissait et dépérissait, comme dépérissent la plupart des femmes atteintes à cet âge par la maladie. Elle était frêle, autant que les feuilles des arbres en automne. Les rayons du ciel la faisaient resplendir, comme ces feuilles que le soleil traverse et dort. Ce fut une mort digne de sa vie, une mort toute chrétienne. N'est-ce pas dire sublime? Au mois d'octobre 1822, éclatèrent particulièrement ses vertus, sa patience d'ange et son amour pour sa vie. Elle s'éteignit sans avoir laissé échapper la moindre plainte. Agneau sans tache, elle allait au ciel et ne regrettait ici-bas que la douce compagne de sa vie, de sa froide vie, à laquelle ses derniers regards semblaient prédire 1000 mots. Elle tremblait de laisser cette brebis, blanche comme elle, seule au milieu d'un monde égoïste qui voulait lui arracher sa toison, ses trésors. Mon enfant, lui dit-elle avant d'expirer, il n'y a de bonheur que dans le ciel, tu le sauras un jour.
cette mort, Eugénie trouva de nouveaux motifs de s'attacher à cette maison où elle était née, où elle avait tant souffert, où sa mère venait de mourir. Elle ne pouvait contempler la croisée et la chaise à patins dans la salle sans verser de pleurs. Elle crut avoir méconnu l'âme de son vieux père en se voyant l'objet de ses soins les plus tendres. Il venait lui donner le bras pour descendre au déjeuner. Il la regardait d'un œil presque bon pendant des heures entières. Enfin, il la couvait comme si elle eût été d'or. Le vieux tonnelier se ressemblait si peu à lui-même. Il tremblait tellement devant sa vie que Nanon et les Cruchotins, témoins de sa faiblesse, l'attribuèrent à son grand âge et craignirent ainsi quelque affaiblissement dans ses facultés. Mais le jour où la famille prit le deuil, après le dîner auquel fut convié maître Cruchot, qui seul connaissait le secret de son client, la conduite du bonhomme s'expliqua. « Ma chère enfant, dit-il à Eugénie, lorsque la table fut ôtée et les portes soigneusement closes, te voilà héritière de ta mère, et nous avons de petites affaires à régler entre nous deux. Pas vrai, Cruchot? Oui. Est-il donc si nécessaire de s'en occuper aujourd'hui, mon père? Oui, Fifi. Je ne pourrai pas durer dans l'incertitude où je suis. Je ne crois pas que tu veuilles me faire de la peine. Oh, mon père. Eh bien, il faut arranger tout cela ce soir. Que voulez-vous donc que je fasse? Mais, Fifi, ça ne me regarde pas. Dites-lui donc, Cruchot. Mademoiselle, monsieur votre père ne voudrait ni partager ni vendre ses biens, ni payer des droits énormes pour l'argent comptant qu'il peut posséder. Donc, pour cela, il faudrait se dispenser d'en faire l'inventaire de toute la fortune qui, aujourd'hui, se trouve indivise entre vous et monsieur votre père. Cruchot, êtes-vous bien sûr de cela pour en parler ainsi devant un enfant? Laissez-moi dire, Grandet. Oui, oui, mon ami, ni vous ni ma fille ne voulez me dépouiller, n'est-ce pas, Fifi? Mais, monsieur Cruchot, que faudrait-il que je fasse? Demanda Eugénie impatientée. Eh bien, dit le notaire, il faudrait signer cet acte par lequel vous renonceriez à la succession de madame votre mère et laisseriez à votre père l'usufruit de tous les biens indivis entre vous et dont il assure la nue propriété. Je ne comprends rien à tout ce que vous me dites, répondit Eugénie. Donnez-moi l'acte et montrez-moi la place où je dois signer. Le père Grandet regardait alternativement l'acte et sa fille et l'acte, en éprouvant de si violentes émotions qu'il essuya quelques gouttes de sueur venues sur son front. Fifi, dit-il, au lieu de signer cet acte qui coûtera gros à faire enregistrer, si tu voulais renoncer purement et simplement à la succession de ta pauvre chère mère défunte et t'en rapporter à moi pour l'avenir, j'aimerais mieux ça. Je te ferai alors tous les mois une bonne grosse rente de 100 francs. Vois-tu, tu pourras payer autant de messes que tu voudras à ceux pour lesquels tu en fais dire.
100 francs par mois en livres. Je ferai tout ce qui vous plaira, mon père. Mademoiselle, dit le notaire, il est de mon devoir de vous faire observer que vous vous dépouillez. Et, mon Dieu, dit-elle, qu'est-ce que cela me fait? Tais-toi, Cruchot. C'est dit, s'écria Grandet, en prenant la main de sa fille et en y frappant avec la sienne. Eugénie, tu ne te dédiras point, tu es une honnête fille, hein? Oh, mon père! Il l'embrassa avec effusion, la serra dans ses bras à l'étouffer. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Maintenant on voit que le père Grandet est prêt à tout pour garder son argent, y compris à mentir à sa propre fille. Ok, pourquoi pas. J'ai hâte de voir ce qui se passe après, parce que là c'est un moment assez crucial, j'ai l'impression, donc je me demande bien comment ça va tourner. J'espère que vous aussi. J'espère que vous avez pu vous relaxer et peut-être même que vous êtes endormi au moment où je chuchote ça. Je vous retrouve le mois prochain pour la suite de ma lecture de ce livre. D'ici là, je vous retrouve quasiment tous les jours sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos et le mercredi pour des vidéos sur ma chaîne secondaire. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Si vous aimez les livres autant que moi, n'oubliez pas que je fais aussi des vidéos booktube d'avis sur mes lectures très souvent sur ma chaîne. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.